dans les yeux le député de l'opposition, Fodé Bokar Marega, est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Je disais député de l'opposition, c'est l'UFDG. Vous faites partie de la quarantaine de députés à l'Assemblée nationale, la quarantaine de députés qui ne servent plus à rien. Le plus grand parti de Guinée. Oui, mais qui ne servent plus à rien parce que vous êtes périmé ça, et puis tout. Hein, ne dites pas ça. L'argument que vous êtes à l'Assemblée nationale pour empêcher une nouvelle constitution, ça passe plus. Hein. Nous, on a compris que ce n'était pas seulement ça. Non, mais c'était quoi? C'est-à-dire que c'est pour les privilèges. Vous ne voulez pas arrêter Oh d'être là député. Il y a quand même là une là. limite parlementaire. Il y a les privilèges honorables. Vous êtes en train de détruire, en fait, c'est quoi? C'est cette justement idée de la démocratie, cette idée du pluralisme et de la possibilité de certaines personnes de dire non. Et voilà. Et nous, on est là pour ça. Et Où donc, ça? il faut à l'Assemblée nationale? Mais honorable, pour dire vrai, à l'Assemblée, oui. Hormis les privilèges que vous épuisez tous les mois, vous ne servez pas à grand-chose. Ah la bon? Constitution n'arrive pas. Non, mais ce n'est surtout d'ailleurs pas pour... Ça, c'est un argument pour vous, on le sait, non, on a compris. c'est pas un argument. Le peuple a compris. C'est vous avec ce langage... Vous savez, ça me rappelle encore pendant toute cette période-là. Nous ne pouvons pas toujours être là en train de faire des calculs politiciens. Ceux qui doivent savoir, hein, ces gens du pouvoir avec Alpha, en sachant que ces élections-là, nous n'irons pas dans les élections... aux élections le 28 décembre dans des conditions aussi catastrophiques. Ça veut dire que quoi? On ment au peuple, on essaie de... et puis on légitime encore des manifestations de magouille au niveau de l'Assemblée nationale. Nous disons simplement que si on va dans ce sens-là, le 28 décembre, et qu'on n'a aucun fichier, on n'a aucune visibilité sur la transparence de ces élections, mais aller aux élections, pourquoi? Vous pensez que c'était pour faire des élections? Vous allez jouer à la chaise vide. Donc, non, ce n'est pas une affaire de chaise vide, mais il n'y aura pas d'élections en Guinée le 28 décembre. Vous allez empêcher les élections en Guinée. Si nous rentrons dans une situation où nous ne contrôlons qui absolument va empêcher rien. ces élections? Attendez, vous verrez. Non, mais je vous demande mais qui va empêcher? Ceux qui ne veulent pas aller aux élections. C'est vous, n'irons pas, bien sûr. Vous de l'opposition. Bien sûr, de l'opposition. Vous de l'opposition, vous allez empêcher une élection. Bien sûr. Non, c'est arrivé combien de fois? Ah, mais attendez, parce que là, aujourd'hui... On va aller aux élections et vous laisser, honorable. Mais oui, mais... Oui. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Talon, Patrice Talon? Vous avez vu ce qui se passe, avec les opposants dans les autres pays? C'est totalement pareil. Non, c'est pas pareil. Si vous ne partez pas aux élections, eh bien, on va vous laisser de côté. De toute façon, il y a des partis politiques qui sont prêts à aller aux élections. Vous verrez cette fois-ci comment ça va se passer. Très bien. Parce qu'on ne laissera rien du tout. Parce que s'il faut aller dans la violence, nous irons dans la violence. Alors vous n'allez pas me dire ça, honorable, quand même. Moi, je vous le dis aujourd'hui. Dans quelle violence? violence? Aujourd'hui, nous nous sommes suffisamment alertés et nous sommes suffisamment inquiets de l'avenir de ce pays. Non, mais je pense que c'est extrêmement important, hein, parce que moi, je le dis et je le répète. Parce que moi, c'est assez grave dans ce cas. Ce que vous êtes en train de dire, s'il faut aller dans la violence, on ira dans la violence. Voilà. Personne ne va aller dans la violence. Bon, on verra. Personne n'ira dans la violence, honorable. Ben voilà. On ne va pas dans la violence. On verra. D'ailleurs, on va parler de justice. Ça vous intéresse, non? Honorable Marega. Un pan de la justice. Un pan de la justice. J'espère qu'on aura des choses intéressantes à dire sur cette justice. Le 28 septembre, le massacre du 28 septembre 2009, ça fait 10 ans déjà que ça dure. Le ministre de la Justice par intérim, l'actuel ministre de la Justice par intérim, dit qu'on prévoit un procès vers mi-2020, donc vers juin-juillet 2020, il pourrait y avoir un procès. Ça dure déjà 10 ans. Quand vous entendez cela, vous y croyez? On est outré d'abord. On est outré et on se dit que ce pays a toujours cette habitude-là de l'impunité. Et cette habitude de l'impunité, aujourd'hui, puisque on n'est plus dans les années 50, on est maintenant en 2019, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a la communauté internationale qui s'y mêle. Par rapport aux autres années où il n'y a jamais eu ça, qui puisse permettre à ces gens de se défendre tranquillement. Qui n'a pas intérêt à ce qu'il y ait ce procès? Vous dites le pouvoir. Le pouvoir, bien sûr. Pourquoi le pouvoir n'a pas intérêt à ce qu'il y ait ce pouvoir? Le pouvoir est tout autant victime que l'opposition. Ah ben voilà. Parce que vous étiez tous dans les forces vives à l'époque. Mais si ça ne marche pas, c'est qu'un manque de volonté du pouvoir en question. Au début, on nous a dit, oui, c'est un grand procès, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de place. Avec Sako, l'ancien ministre Sako qui est parti, nous avons en fait tout retrouvé, l'endroit, on a trouvé le lieu. Le cinéma de la Liberté était prévu pour mais je pense qu'ils ont délocalisé. Ils ont délocalisé parce que l'actuel ministre pense que ce n'est pas... Bon, voilà, mais fallait construire un tribunal. Voilà, parce qu'on va toujours perdre du temps en nous disant de donner des bonnes raisons pour perdre le temps. Nous disons que maintenant, ça suffit. Il faut aller au procès.
Et ça, c'est possible. Oui, mais ce que moi, je ne comprends pas, quand vous dites que le pouvoir n'a pas intérêt à ce qu'il y ait ce procès, c'est ce que je ne comprends pas. Oui, mais c'est parce que très je suis en facile train à de dire que ce comprendre. pouvoir est aussi victime. Oui, mais le problème, dans ces conditions, vous savez, il y a le cynisme. On veut faire croire ici aux uns et aux autres que l'on peut arrêter le procès, que on peut surseoir à telle activité. Tout ça, pourquoi? Pour des buts politiques. Et c'est pour ça que nous nous disons, voilà pourquoi ça retarde. Pour des luttes politiques honorables. Oui, j'ai envie de vous suivre, mais je ne comprends pas. C'est quoi? Non, vous pouvez pas c'est des élections en vue. Est-ce que c'est un électorat qu'on vise? C'est quoi exactement? Vous avez bien compris. Justement, j'ai envie de comprendre dans des phrases. Moi, des phrases très claires. Oui. Je vous dirais que, dans un premier temps, on nous parle de Dadis qui aurait un poids hypothétique en forêt. Donc, ce qui n'est pas faux, non? Bon, ça c'est ce qu'on dit, vous savez, le poids hypothétique. Vous n'y croyez pas? Dadis, c'est quand même un leader vers la forêt. Oui, moi je ne crois pas à ça, vous savez. Vous n'y croyez pas? Je ne crois pas à ça. Et c'est à cause de ça que votre parti a approché Dadis en 2015, vous vous souvenez? Oui, ben, pour des raisons particulières. Mais moi, je sais pour pas, des raisons particulières. Donc, revenons à nos moutons, là, s'il vous plaît, parce que là, on est en train de non, mais vous ne pouvez pas nier à Dadis quand même, qui représente quelque chose en forêt. Voilà, et je vous dis, c'est justement cette soi-disant représentation de Dadis en forêt qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que s'il donne des consignes au niveau de son électorat et tout, on a la possibilité d'avoir ces gens-là autour de nous, gagner les élections et ainsi de suite. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc il ne faut pas organiser un procès contre Dadis, sinon on risque de perdre la forêt, c'est ça? C'est un peu ça. Et donc c'est ce sens-là. Ça joue la mouvance présidentielle. Ça joue. C'est ce à quoi on s'attend avec cette mouvance-là. Et donc nous, on leur dit aujourd'hui, comme votre émission, c'est droit dans les yeux, oui. Et moi je leur dis droit dans les yeux, arrêtez ce système macabre-là, allons au procès pour une fois au moins en Guinée, qu'on puisse avoir l'honnêteté de permettre à des gens victimes de la justice. Mais moi, j'ai envie encore une fois de vous suivre, mais vous pensez que c'est un procès politique, ça vous l'avez dit, j'ai compris. Non. Mais dire que c'est la mouvance présidentielle qui empêche ce procès-là, c'est de faire de ça un procès politique. Alors que c'est des procès, c'est des voyous. Mais vous attendez, ce n'est pas la politique là, c'est des voyous. C'est des gens qui ont violé, c'est des gens qui ont tué, c'est des gens qui ont massacré. Donc je vais vous dire que ça c'est un procès qui est clair, parce que nous avons les commanditaires, je vous ai dit, nous avons les victimes, nous avons les mobiles, nous avons tout en place. Peut-être que nous n'avons pas encore les moyens pour l'organiser. Ah, ça viendra, on a dit le budget guinéen devrait. Vous êtes député, vous devriez savoir combien on a consacré à ce mais là, procès. Maintenant, on sait qu'on aura l'argent, si on veut. Ma question est toujours, est-ce que c'est la mouvance présidentielle qui empêche ce procès? Bien sûr que c'est la mouvance présidentielle qui empêche le honorable? procès. C'est une accusation politique. En ne faisant pas le procès. C'est parce que la mouvance, c'est un adversaire politique, c'est pourquoi vous voulez... Pas du tout. C'est ça, honorable. Ceux qui sont au pouvoir. Sinon, vous ne pouvez pas dire que c'est la mouvance présidentielle qui est dans ce procès. Mais qui aujourd'hui, a le pouvoir de commencer ce procès? La justice guinéenne. Elle est indépendante, non? Vous n'y croyez pas, vous riez? Oui. Alors, elle est indépendante. Oui, alors, allons-y. Ce que moi je dis... Elle est censée être indépendante, elle est censée être indépendante. Elle l'est ou pas? Vous savez que c'est le ministre qui est toujours en train de nous expliquer. C'est le ministre qui est toujours en train de nous expliquer comment ça se passe. Oui. Donc, elle est indépendante par rapport à qui? Par rapport au pouvoir exécutif, par rapport au pouvoir législatif. Donc, la justice est indépendante par rapport à vous, les députés, par rapport aux ministres, par rapport au président de la République. Alors, je demande à cette justice indépendante-là... Oui, vous ne croyez pas à l'indépendance de cette justice indépendante? D'aller vers une justice efficace dans ce pays, enfin que l'on puisse vraiment retrouver un peu de justice dans ce pays. Et dans cette situation, quand je dis vous, c'est vous les députés de l'opposition, vous faites quand même vous formez quand même une forte communauté à l'Assemblée nationale, on peut dire ça comme ça. Vous ne pouvez jouer aucun autre rôle? Un autre rôle, c'est de dénoncer. Notre rôle, c'est de montrer une alternative. Notre rôle, c'est d'insister à chaque fois. Et notre rôle, c'est de pousser les gens à réagir. Et qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous êtes à l'Assemblée, depuis 2013? À l'Assemblée, on a des questions que l'on pose à chaque fois que le ministre de la Justice est là. Mais ça ne suffit pas. Oui, mais vous savez, le problème, c'est que nos actions sont généralement assez limitées sur ce point de vue-là. Parce que on n'est pas l'exécutif. Donc, un procès, c'est l'exécutif qui met ça en place. Vous avez toutes les structures pour mettre ça en place et nous allons au procès. D'accord? Donc, s'il y a un retard à chaque fois, vous voyez, c'est toujours avec les ministres que l'on discute, c'est toujours avec... Donc, s'il y a une volonté, s'il n'y a pas une volonté d'aller vers des élections, moi, je vous dis,
En tant vous que avez la possibilité de mettre la justice pression sur aujourd'hui, l'exécutif ministre pour de la l'exécution. Justice aujourd'hui, eh bien moi je vous dis que dans 2 mois, le procès là peut commencer. Justement, je suis en train de dire que vous, oui, je vais vous interpeller particulièrement parce qu'en même temps, vous êtes membre de l'association des victimes de Kambouaro. Vous êtes victime de l'un des plus grands crimes qu'a connu notre pays. Il n'y a pas encore de procès. Donc, c'est d'ailleurs pourquoi je vous interpelle sur cette question. Oui. Mais j'ai envie de savoir aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, plus de 40 députés, on va dire ça comme ça, à l'opposition. Vous avez un moyen de pression là sur l'exécutif. Mais vous ne l'utilisez pas. Ah si, on l'utilise. Qu'est-ce que vous avez utilisé, notamment dans le cadre de ce procès? Justement, alors le moyen de pression... Qu'est-ce que vous avez utilisé? Écoutez, interpeller le ministre à chaque fois. Oui. Discuter de ça en conférence de presse. On l'a fait. Oui. On a fait on a interpellé le ministre. Oui. On a eu à discuter avec la communauté internationale dont on parle, ceux qui sont venus pour mettre en place ça, pour expliquer comment faire. On a aidé les victimes. La plupart du temps, ces victimes, c'est vous, c'est moi. Les vraies victimes existent. Il y en a qui saignent encore, il y en a qui ne veulent pas, il y en a qui n'ont rien, ils ne sont pas aidés. Voilà. Il y a l'association des victimes qui se plaignent même. Non, mais ils n'ont rien. Mais oui, mais ils sont même déçus de vous. Non, c'est pas vrai. Si. Non, parce si, qu'ils savent l'association des victimes, ils sont déçus de vous. Ils savent comment ça se passe. C'est pas aussi simple que ça. Moi qui vous parle, j'étais blessé. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai un kyste au niveau de la jambe. Hein, et il est enquisté, il est près du nerf. On n'arrive pas à l'opérer parce que c'est trop proche du nerf, sinon je risque d'avoir une paralysie. Mais je ne suis pas là tous les jours, c'est vrai, en parler matin, midi et soir. Mais je sais très bien que les associations qui sont là, on s'est battu, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas... Parce que qu'est-ce que l'on peut... On va vers un procès. Nous, ce que l'on fait dans les associations, moi je vois bien les associations de victimes qui sont là, qui se battent au quotidien. Moi, je peux vraiment vous en parler parce que j'étais président de l'association des victimes du Kambouaro. Aujourd'hui, on peut dire qu'on n'a absolument presque rien. On a mis le problème du Kambouaro sur la table. On a des discussions avec les responsables. On a réussi à avoir la zone carcérale du Kambouaro. On essaie de mettre une stèle, même au niveau du Kambouaro. On casse les stèles là tout le temps. On veut avoir une autonomie au niveau de ce camp, de cette zone carcérale-là, pour pouvoir faire ne serait-ce que un monument. Là-bas, on a des problèmes. Même pour pouvoir faire nos manifestations, on est obligé de forcer pour pouvoir les avoir. Tout ça pourquoi? Parce que une situation qui s'est déroulée depuis combien d'années, hein, et on revient dessus tout le temps. Et aujourd'hui, lorsqu'on vous parle de cette période de Kambouaro, il y en a encore qui vous disent non, ça ne s'est pas passé, non, c'est des dommages collatéraux, non, c'est rien du tout, hein, ça ne s'est pas passé. On peut de temps en temps faire des effigies de ce tyran et sanguinaire qui est Sékou Touré et que l'on met dans des passes, dans des places publiques. Que c'est quand même notre président, c'est notre premier président, c'est lui qui vous appelle le tyran sanguinaire. Oui, mais écoutez, attends, un président peut être sanguinaire et on peut le dénoncer en tant que sanguinaire. Oui, mais la façon dont vous parlez, c'est tyran sanguinaire, oui, mais on va mettre son morts, effigie. c'est pas une petite affaire. 50 000 morts aussi, c'est pas une petite affaire. Voilà, c'est un chiffre incroyable. C'est un chiffre incroyable et contestable. Oui, mais contestable, on va parler de ça de façon... Vous savez qu'on conteste aujourd'hui les 6 millions de juifs qui ont été mis dans les fours crématoires. Oui, vous savez qu'on les conteste. Oui, mais même à écouter les victimes de Kambouaro, expliquer comment les 50 000 personnes ont disparu au Kambouaro, on peut se rendre compte. De toutes les façons, je vous dis simplement que le fait est là. Est-ce que vous croyez que ce procès du 28 septembre aura lieu en 2020? Oui, mais moi je pense que... c'est-à-dire que mon vœu réel, c'est qu'il se passe, ce procès. Mais est-ce que vous y croyez? Parce que vous voyez, ça m'intéresse particulièrement de vous interroger, parce que depuis plus de 40 ans, donc 47 ans je pense, vous battez en tant que victime de Kambouaro, il n'y a toujours pas de procès. 28 septembre, qu'est-ce qui nous dit que ça ne sera pas la même chose? Non, parce que vous savez, là où c'est différent, on n'a plus de bloc fermé. On n'a plus le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest. Vous savez, à l'époque, tout ce que vous faisiez quand vous étiez de l'Est, hein, le bloc des communistes, là, quand vous étiez dans ce groupe-là, tout ce que vous pouvez exterminer tout le monde dans votre population, il y avait toujours des gens pour le cacher et puis pour dire que c'est normal, il n'y a pas de problème, c'est l'impérialisme qui est en train de jouer son rôle dans le pays et donc tout est explicable.
D'accord. D'accord. Alors, aujourd'hui, c'est plus pareil. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux, nous avons tout. Vous savez qu'aujourd'hui, ça, c'est pas quelque chose qui a été inventé. Je veux dire que le 28 septembre, hein, aujourd'hui, si nous, on comptabilise, hein, pendant les 26 ans de Sékou, il y a eu un 28 septembre tous les ans. Et c'est ça, ce que vous oubliez. Hein, en termes de victimes, en termes de viols, en termes de massacres, en termes j'allais dire, de violation des droits de l'homme. Il y a eu tout ça pendant cette période. Donc, ils n'ont rien inventé. C'est l'esprit que je veux que vous sachiez. Rien n'a été inventé qui n'existait pas avant. Tout ce qui a été fait sous Conté, ça existait sous Sékou. Vous savez? Donc, je disais que à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'il y a, avec l'implication justement de la communauté internationale, qui a pu avoir des prélèvements, qui a pu avoir fait faire un dossier solide, ce procès, il aura lieu. Donc, maintenant, vous pensez qu'en 2020, vous y croyez? À la déclaration du ministre, vous croyez? C'est pas certain. On a mis mi-2020. Oui, on nous avait dit qu'en 2018, en 2019, aujourd'hui, on nous dit ce n'est pas le premier report, donc est-ce que vous y croyez? Moi, pour l'instant, c'est comme Saint Thomas, il faut que je vois pour le croire. Et je dis que ce procès, peut-être, n'aura pas lieu en 2020. Je ne suis pas certain, parce qu'on sera dans des périodes électorales, on aura toutes sortes de situations dangereuses et explosives dans le pays pendant cette période-là. Donc, je suis persuadé que c'est encore un leurre. Que c'est un leurre. Mais ce procès aura lieu, et ce procès mettra le doigt là où il faut pour que la justice... En tant que victime de Kambouaro, est-ce que vous apportez un appui à ce que ce procès ait lieu, ce procès du 28 septembre? Bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est un déclenchement pour d'autres procès? Parce que ça peut être un déclenchement pour d'autres procès? Oui, mais c'est déjà une marque de fin d'impunité. Parce que vous savez, tout le pays, toute cette situation-là, c'est la violence d'État face à ses citoyens. Justement, ça a été comme ça à tout ce le niveau, temps. j'aimerais vous poser... Violence d'État face à ses citoyens. Donc aujourd'hui, c'était le corollaire, c'était l'impunité. Vous saviez que... Aujourd'hui, est-ce que vous croyez en cette justice? Oui, moi je dis... La justice qui existe aujourd'hui. Petit à petit, nous avons quand même une amélioration. Nous avons des jeunes aujourd'hui, moi je pense, au niveau de la justice, on les voit. Moi je vois certains qui sont vraiment efficaces. Aujourd'hui à Dingré, nous avons des juges qui sont vraiment ils sont bien. Vous êtes prêt à faire confiance en cette justice aujourd'hui? Oui, non, petit à petit, on va y arriver. Vous ne répondez pas à la question là, honorable. Oui, mais parce que ce que vous dites, c'est que cette justice, nous avons trop d'appréhension. Hein? Parce que nous a montré... Vous la croyez ou pas? On l'a montré... Vous croyez en la justice ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez oui ou non? Oui, là, c'est le cas. Aujourd'hui, est-ce que vous allez... Est-ce que ma chemise est rouge? Oui ou non? Je vous dis oui, votre chemise est rouge. Ça, c'est oui. Mais dans une justice... La justice qui n'est dans sa forme. Aujourd'hui, non, vous allez passer dans sa par tous forme. les mots. Ce n'est pas c'est vous qui êtes en train de faire une diversion parce que ma question elle est précise. Vous ne voulez pas que je pose ma question. J'ai envie de savoir, honorable Bokar Marega, député de l'opposition, est-ce qu'aujourd'hui vous croyez en la justice guinéenne? Je vous dis, vous allez passer par toutes les phrases, oui. Mais ce qu'on peut simplement dire, c'est qu'on ne peut pas dire oui ou non pour ce problème de justice. Nous disons simplement que la justice, elle vient de très loin. Elle a bafoué les droits de l'homme pendant très longtemps. Aujourd'hui, petit à petit, nous arrivons avec des jugements, avec des avocats, avec tout ce système, nous arrivons petit à petit à croire à cette justice. Moi, je ne vous dirais pas totalement, parce que nous avons vu au moment des élections communales et le comportement de certains juges vis-à-vis de l'opposition. Donc nous savons qu'on a encore la justice aux ordres. Parce que vous avez vu encore il n'y a pas très longtemps les sorties de Damaro pour imposer des directives aux juges, hein, pour faire sortir des prisonniers, pour influencer cette justice. Donc nous savons qu'on est toujours dans cette phase-là et que le pouvoir a toujours ce poids-là sur cette justice. Et donc maintenant nous disons que petit à petit, ils s'affranchissent. Petit à petit, nous avons des évolutions et nous espérons que ces jeunes-là... Ça va aboutir lorsque l'UFDG va arriver oui, mais bien sûr, pouvoir. Parce que vous savez... Et vous serez ministre de la Justice? Vous allez demander à être ministre de la Justice? Non, je ne serai pas ministre de la Justice. Pourquoi? Parce que vous êtes Fodé Bokar Marega. On vous connaît de par réputation, oui. Le plus rancunier de toutes les victimes de Kambouaro, celui qui a le verbe trop dur. Non, oui, c'est ça. Vous savez, vous ne serez pas ministre de la Justice. On me pose cette question parce que quand on parle de rancune, je pense que revendiquer ici, c'est toujours mal vu. Voilà. Non, c'est la façon de revendiquer qui est mal vue. Non, parce que c'est un problème extrêmement important.
Mais oui, vous savez, Asser, vous savez, quand il y a mort d'homme, c'est différent. Quand il y a un bien qui est saisi, quand c'est un mur qui tombe, quand c'est un immeuble qui tombe, ce sont des biens, quelle que soit la situation, avec le courage, on peut le remettre en question. Quand ce sont des morts d'hommes, c'est terminé, c'est fini. Alors quand ce sont des morts d'hommes sans rien... Vis-à-vis de Sékou Touré, vous, on entend qu'il y a des mots tyrans, sanguinaires. C'est la vérité. Staline. C'est la vérité. Vous faites des comparaisons souvent avec Hitler. Mais c'est la vérité. La déportation des Juifs. C'est la vérité. C'est votre vérité à vous. Non. C'est votre vérité. Non, c'est votre vérité. Vous nous amenez à vous croire en vous. C'est pourquoi on a peur que vous ne soyez ministre de la Justice sanguinaire. Heureusement que vous n'allez pas demander à être ministre de la Justice. C'est des faits. Même si on vous le proposait, vous allez refuser, non? Oui, bien sûr que je vais refuser. Bien sûr que vous allez refuser. C'est des faits. La toute dernière question. Oui, allez-y. Mais c'est extrêmement important. Allez-y. Parce que là, on part sur un problème qui est extrêmement important. Parce que lorsque les gens se battent pour un idéal, pour revendiquer une situation, ce sont des blessures de l'histoire, ça. C'est les blessures, c'est la mémoire de ce pays-là. Nous ne sommes pas là pour tuer ni pour rentrer dans un problème. Il ne sert à rien. Pour un règlement de compte. Pas pour des règlements de compte. Très bien. Donc voilà. Alors c'est ça. Donc le ministère de la Justice, je pourrais le faire même et sans préjudice pour les gens, parce que c'est simplement la vérité qui sortira de ça. C'est la fin de cette émission honorable. Je suis obligé de clôturer parce qu'on n'a plus le temps, mais vous avez encore 30 secondes. 30 secondes pour regarder la caméra derrière moi. Je pense que vous êtes suffisamment fait comprendre tout de suite. Voilà. Mais s'il y a un autre sujet qu'on n'a pas suffisamment évoqué... Alors moi, je voudrais dire une chose. C'est le moment de la carte blanche. Alors, je voudrais dire une chose. Nous sommes dans une situation extrêmement difficile aujourd'hui en Guinée. Nous avons devant nous un horizon qui peut être bouché. Par qui? Par un système qui est là, qui est mis en place. Nous avons un président qui a 83 ans, qui mérite aujourd'hui d'aller se reposer tranquillement, de laisser une situation partir, de laisser une situation qui est une alternance paisible, en ne cherchant pas à se représenter pour un troisième mandat. Il nous a montré ce dont il était capable pendant le premier et deuxième mandat. Et aujourd'hui, il est temps que cette jeunesse-là, que ces femmes, que ce pays-là, il lutte pour les femmes, pour la jeunesse. Il faut qu'ils comprennent que cette situation-là doit aller vers une situation où il a une élection libre, transparente, qui permette une alternance dans ce pays. Il a fait ce qu'il a pu. Il va partir avec les honneurs, avec toute la compassion de la population guinéenne, mais ce système-là doit finir et on doit changer, on doit aller vers une alternance démocratique pour permettre à ce pays-là d'avancer sereinement et de ne pas rester sclérosé comme on l'est actuellement. Docteur Fodé Bokar Mariga, il est député de l'opposition à l'Assemblée nationale, il était notre invité. Merci d'avoir répondu à nos questions. On aurait pu parler de l'actualité politique nationale, mais on n'a plus le temps, on reviendra. Juste une idée, vous avez rencontré une fois Aminata Touré, la fille de Sékou Touré? Pour faire quoi? Parce qu'elle est maintenant sur la scène politique, vous aussi, vous êtes des acteurs politiques, 2020 arrive, peut-être qu'elle sera candidate du PDG-RDA, vous soutenez votre candidat. C'est son problème. Oui, je sais, j'ai demandé, est-ce que vous l'avez rencontré, elle ne vous intéresse pas? Non, elle ne m'intéresse pas du tout. Pourquoi? Parce que moi, je parle de l'État. La violence d'État face à Oui, je comprends. Donc c'est extrêmement important de comprendre que nous ne sommes pas là pour des badineries, j'allais dire, et pour des vulgarisations. Pour des vulgarisations. Pourtant, elle est très calme, elle a beaucoup de respect pour vous, vous savez. Beaucoup de calme. Le calme, vous savez. Vous n'êtes pas assez calme quand on évoque son nom, mais elle est très sereine et plutôt... Parce que je voulais simplement lui rappeler, vous savez, après toutes ces années-là, elle a été, je pense, arrêtée et elle a fait un séjour à Kindia. En prison, toute sa famille et d'autres personnes, tout ce qui s'est passé à Kindia. Voilà, donc tout ce qui s'est passé à Kindia pendant cette période et tout ce qu'elle a vécu pendant cette période-là, ça voudrait dire réellement que le pouvoir de son soi-disant père n'était pas serein. Et que cette sérénité-là, elle ne l'a pas eue. Alors moi, ce que je lui demande simplement, c'est d'avoir la décence de se taire, d'aller vers au moins amende honorable vis-à-vis de toutes ces victimes qui sont là et de ne pas pérorer aujourd'hui. Je le répète, c'est bien ce qu'on vous reproche. Pourquoi? Oui, mais c'est normal. Ce sont ces mots-là. Je sais qu'on vient d'ouvrir notre pan. Qu'une fille de Hitler puisse être présente dans une campagne électorale à Bonn aujourd'hui. Ils sont décents. On le voit avec la fille de Staline. On le voit avec la fille de Staline. La fille de Staline, elle a quitté aujourd'hui l'Union soviétique. Toute vieille là et tout. Elle a dit que non, vu ce que son père a fait en Union soviétique, quelles que soient les autres choses, elle préfère se taire et laisser cette situation évoluer pour qu'on ait
vraiment une vérité des faits, et c'est ce qui est important. Et pour les victimes de ce système-là, de ce régime, je pense que la décence de ce terre serait la première des choses. Derrière les caméras, il y avait Mamad Ali Oba et Ibrahim Awal Kamara. Nous, on se retrouve dans un autre numéro parce que la réalisation et le montage a été assuré par Alassane Diallo. Au revoir.